Alors on sait tous que le tabac est un problème de santé publique reconnu et que c'est un problème de santé publique aussi en Nouvelle-Calédonie et que les fumeurs peuvent être à cran lorsqu'on leur supprime leurs cigarettes. Et donc ça, c'est quelque chose de novembre 2006, si vous avez oublié, où il y avait des grèves à la régie des tabacs, je pense, et ça avait fait la une des nouvelles calédoniennes. Donc c'est un problème de santé publique aussi ici en Nouvelle-Calédonie. Juste pour reprendre le fil de ce que l'on avait vu sur la définition de l'éducation thérapeutique, on a vu que l'éducation thérapeutique était une prise en charge globale de la personne afin qu'il devienne acteur de son changement de comportement de santé. Et dans le cadre du comportement de santé, on va donc regarder ce qu'il en est du sevrage tabagique. Rapidement, je vais vous montrer ce que vous voyez là. Un fumeur. Très bien. Que vous reconnaissez? Sigmund. Ah, c'est Sigmund. C'est Sigmund. Et donc, ce n'est pas toujours facile à voir, mais éventuellement, on peut deviner des éléments dans la fumée qui... Ah oui, hein. Donc, hein, ouais. Là, ce n'est pas de la façon de voir dont va dépendre de notre vision du problème. C'est juste de dire qu'il y a un monsieur qui a écrit « Il n'y avait pas de fumée sans Freud ». Et donc, c'était important de le savoir que dans son livre, l'approche psychanalytique n'était pas obligatoirement très performante dans le sevrage tabagique, donc on ne va pas en parler. Et qu'il y a un jeune psychologue psychanalytique qui a fait un travail, un mémoire sur une théorie, la psychanalyse, une théorie fumeuse en tabacologie. Donc, n'ayant pas de compétences psychanalytiques, on ne va pas en parler, mais c'était juste pour dire que ça intéressait aussi Freud. Rappelez que dans l'approche comportementale, la négociation avec la personne présentant une maladie chronique, on adaptait notre négociation selon trois grandes étapes que l'on avait vues ensemble les 2 derniers jours pour que cette négociation soit gagnant-gagnant entre le patient et le soignant. La première approche dont on avait parlé ensemble il y a 2 jours, c'était l'approche comportementale, où on avait défini les 4 grands profils comportementaux, dominant, influent, stable, conforme, et qu'on était tous les 4 profils, mais qu'on était plutôt un profil dominant et plutôt même 2 profils dominants. En pratique de tous les jours, nous, quand on l'utilise avec les patients, on les utilise avec 2 profils par principaux, et donc on dit il est plutôt rouge et jaune, ou plutôt vert et rouge, enfin voilà. Et on avait vu que dans l'approche motivationnelle, ça pouvait être intéressant de mettre ça en place. Pour adhérer à un traitement, et le sevrage tabagique est l'équivalent d'un traitement, il faut que le patient réponde à 4 questions et à 4 critères. Les 2 premiers critères, c'est d'être persuadé qu'il est bien atteint par une maladie ou que le tabac peut être responsable et que les conséquences peuvent être graves pour lui. Et on avait vu que cette approche-là permettait d'analyser les stades d'acceptation de la maladie et faire une négociation selon ces stades d'acceptation de la maladie, décrits ici par Anne Lacroix, avec des phénomènes d'intégration de la maladie à l'acceptation, ou au contraire un phénomène de distanciation vis-à-vis de la maladie. On peut donc voir, par exemple là, dans le cadre du sevrage tabagique, que des gens qui se mettent à distanciation vis-à-vis du tabac comme effet néfaste peuvent être dans le déni ou dans le refus. Et donc ils nous disent non, c'est pas ça qui cause c'est pas la cigarette qui cause mes ennuis, c'est mon travail, c'est ma belle-mère, c'est tout ce que l'on veut. Et ça peut aboutir à une résignation et donc à une absence de motivation pour faire cette démarche d'accompagnement. Que si on est dans le stade d'intégration, il peut y avoir différentes étapes, comme on l'a vu, qui ne sont pas complètement cadrées, avec notamment une révolte, ou disant pourquoi moi, alors que mon voisin il fume 3 fois plus que moi, il n'y a pas de souci. Donc il y a cette révolte qui peut avoir et que l'on reçoit en pleine figure quand on est professionnel de santé. Après, peut y avoir une période de marchandage. Bon, je veux bien diminuer, mais de 20, je passe à 10, ou bien je reprends la e-cigarette ou des éléments comme ça. Quand ça se met en place, il peut y avoir une capacité dépressive, donc la perte de la cigarette peut entraîner une capacité dépressive et éventuellement arriver au stade d'acceptation de se mettre en mouvement.
dans le sevrage tabagique comme dans les autres comportements de santé. Si ça bloque, il faut se poser la question, est-ce que vis-à-vis du tabac, l'acceptation dans quel stade la personne peut être et comment on peut l'aider à avancer dans ce stade pour arriver vers l'acceptation. On peut même à la période de révolte, on peut mettre en mouvement le sevrage tabagique, mais ça sera évidemment plus difficile, alors que quand on est déjà dans le marchandage, il y a déjà cette balance décisionnelle et cette ambivalence qui est présente et qui peut permettre d'avancer et de mettre en mouvement. Les deux autres critères pour accepter de se traiter à long terme, donc de se sevrer sur le plan tabagique à long terme, c'est que le fait de dire que suivre le traitement, donc l'arrêt du sevrage tabagique, sera bénéfique pour moi, patient, et que les bienfaits du sevrage contrebalancent avantageusement les effets secondaires, les contraintes psychologiques, sociales et financières engendrées par l'arrêt de ce sevrage. Et là, on a vu que c'était en rapport avec une motivation, qu'il fallait qu'on adapte notre négociation selon le stade de motivation du patient, en rappelant les stades qui ont été décrits par Prochaska et Di Clemente, de préintention, d'intention, préparation, action, maintien, réalisation, avec toujours en devenir la possibilité de rechute et de faux pas. Pour le sevrage tabagique, est-ce que vous voyez une différence entre préintention et intention? Un peu, il y en a une. Et si vous deviez donner une idée de ça, vous diriez quoi? La préintention par rapport à l'intention? Dans l'absolu, ça serait, si on serait sur mon modèle là, de fumer, l'intention c'est plus. Ouais. C'est moi qui décide. Ouais. Attention formalisée. C'est moi qui suis concerné. C'est surtout ça qui est important. Hein, c'est moi qui suis concerné. Donc si c'est tout à fait ça. Donc, pour analyser ça, on va regarder le modèle, ce qu'on appelle le modèle PADIM, qui correspond le P à la préintention, A, etc., préintention, intention. Et donc, la préintention, c'est je possède l'information. Il n'est pas possible aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans les médias et autres, de ne pas savoir que le tabac est nocif. Mais j'ai entendu dire que fumer est mauvais pour la santé des autres. Tandis que l'intention, j'adhère à l'information. Je suis d'accord avec le fait que le tabac est mauvais pour ma santé. Et c'est complètement différent. Et on va voir que là, vous pouvez y passer des heures et des heures, ça ne bougera pas. Alors que là, on est déjà dans la mise en mouvement. Donc essayez de repérer si la personne, dans le cas du sevrage tabagique, est en préintention, est extrêmement important. Parce que comme on n'a pas le temps de prendre du temps justement pour aider au sevrage tabagique ou pour faire de l'éducation thérapeutique, il ne faut pas, entre guillemets, perdre trop de temps au stade de préintention. Parce que ça ne passera pas, on sera en mécommunication, quel que soit le profil comportemental, puisque ça ne le concerne pas lui, mais ça concerne la santé des autres. Les autres stades du PADIM, donc c'est je décide le changement, j'initie le changement, je me mets en mouvement et je maintiens le comportement et on est dans le maintien. Et là donc, j'ai pris la décision d'arrêter de fumer, on est dans la préparation, je décide. Je viens d'arrêter de fumer, on est dans l'action, je viens d'initier le changement. Et je ne suis plus fumeur depuis plus ou moins longtemps, pour être dans le maintien plus ou moins long. Donc en gros, le maintien, c'est quand je ne suis plus fumeur, mais quelque part, ça me travaille encore. De temps en temps, j'y pense, de temps en temps, j'ai envie, de temps en temps, etc. Ça, c'est le maintien. Donc ces différents stades correspondent donc à des moments privilégiés pour avancer plus ou moins rapidement. Et on avait vu que la mauvaise question, c'était de se dire pourquoi cette personne n'est pas motivée, mais que la bonne question, c'était de se dire pour quelle raison cette personne pourrait être motivée pour arrêter de fumer. Et c'est complètement différent parce que on la juge, entre guillemets, globalement, alors qu'on n'a pas recherché éventuellement les leviers qui va lui permettre de se mettre en mouvement et d'arrêter de fumer. Donc,
cette phrase, elle n'est pas motivée, ça n'a pas beaucoup de sens, même si on le dit tous les jours, moi le premier. C'est vraiment pour quelle raison elle pourrait être motivée. C'est chercher ça et c'est avec ce qu'on a déjà vu, les questions ouvertes et autres. Le concept de motivation, on avait vu qu'il fallait réunir 3 conditions. Avoir envie, donc c'est l'importance qu'on apporte au sevrage tabagique, le désir et les raisons. Se sentir capable, donc la confiance dans ses capacités, donc l'énergie qu'on va déployer pour mettre en place ce sevrage, et être prêt, donc lorsque ça devient une priorité et ou un besoin. Donc le peu d'expérience que j'ai dans le sevrage tabagique, c'est essentiellement dans les maladies respiratoires et pas dans la prévention primaire. Je suis plus dans la prévention secondaire et tertiaire, et c'est là-dessus que l'on va regarder ensemble ce que l'on peut faire. On a vu que la préintention, c'est la personne qui se dit le tabac est mauvais pour la santé, donc la santé des autres. Et là, ce n'est pas, comme c'est dit ici, ce n'est pas qu'il ne voit pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème pour lui, puisque la cigarette n'entraîne pas de conséquences néfastes pour lui. Donc s'il n'y a pas de conséquences néfastes pour soi, il y a peu de raisons de se mettre en mouvement, puisqu'il y a la notion de plaisir, de partage, de communication, de communion, etc., de rapport avec les autres. Et donc en stade de préintention, vous pouvez travailler toutes les heures que vous voulez, ça ne va pas le faire bouger beaucoup. Qu'est-ce qui peut le faire bouger? C'est de poser ces questions-là et donc de faire ce qu'on appelle un conseil minimal que vous faites tous. C'est où en êtes-vous avec la cigarette? Avez-vous envisagé d'arrêter? Si vous voulez en parler, je suis là. Donc question ouverte, que ce soit au milieu, au début, à la fin de la consultation, quelle que soit la spécialité, qu'on soit médecin généraliste, spécialiste, kiné ou autre, psychologue ou diététicienne. Ce type de question ouverte va permettre de éventuellement le faire réfléchir, mais pas le forcer. On ne va pas rouler contre la résistance. Et donc là, on peut donner très rapidement des infos très claires, des papiers qui racontent l'intérêt du sevrage, mais ce n'est pas la peine d'y passer trop de temps, parce qu'on va y perdre beaucoup, beaucoup de temps. Pour zéro bénéfice, ce n'est pas, entre guillemets, rentable. Donc, il n'y a pas de problème, donc il n'y a pas vraiment de solution envisagée. On a également vu que la communication motivationnelle et éventuellement l'entretien était collaborative, centrée sur le patient, exemple de jugement, avec une attitude d'accompagnement, on reparlera de l'empathie, et basée sur 3 compétences de communication, là, qui sont demander, écouter, donc écoute active, se taire, et informer derrière. Les 4 techniques principales dans l'approche motivationnelle et qui se rapportent là encore au sevrage tabagique, c'est de faire parler, entre guillemets, le patient par des questions ouvertes, et éviter les questions fermées oui-non, avec une écoute réflexive et les reformulations que l'on a vues hier, valoriser les petits résultats, et puis toujours faire une synthèse pour soit changer de sujet en quelque sorte, soit bien montrer à la personne que l'on l'a écouté, qu'on l'a compris et qu'on est prêt à l'accompagner. Donc c'est très difficile. Vous vous souvenez, on avait vu hier que lorsqu'on pose une question ouverte, au maximum, c'est 60 à 90 secondes que le patient va parler derrière. Alors un peu plus difficile d'arrêter le jaune, un petit peu plus difficile d'arrêter le bleu parce que par leur comportement, ils ont besoin de s'exprimer pour des raisons différentes un peu plus longuement. Les 4 principes fondamentaux, faire preuve d'empathie, sans jugement, développer les contradictions donc pour essayer de résoudre l'ambivalence, je voudrais bien un mais, quand il y a le mais, on est dans la résistance, et rouler avec la résistance et non pas se cogner contre la résistance, parce que plus on va donner des arguments contre, plus la personne va trouver des arguments contre, plus elle va les dire, plus elle va penser que ce qu'elle dit est vrai, même si elle ne le pensait pas au début. Donc, et après, valoriser, donc soutenir le sentiment d'efficacité personnelle. Un élément extrêmement important aussi dans l'approche motivationnelle, c'est de laisser un capital de liberté à la personne, et notamment dans le sevrage tabagique, on ne peut pas être contraignant parce qu'on est sûr de ne pas y arriver. Et donc, dans cette négociation, le capital de liberté, pour que ce soit gagnant-gagnant, patient-soignant, est extrêmement important à avoir à l'esprit.
Dans le stade d'intention, donc la cigarette peut être un problème pour ma santé. Ce que les gens nous disent, c'est que j'ai un problème avec la cigarette, que je devrais faire quelque chose pour arrêter. Ils donnent des éléments comme ça. Mais il faut détecter les résistances, et on a vu hier quelles étaient les résistances quand il y a le mais, quand il y a l'accélération du débit de la parole, quand les gens se replient sur eux, quand ils sont vindicatifs et autres. Ça montre qu'ils sont dans la résistance, et la résistance, on l'a vu également, est une étape incontournable du changement de comportement de santé. Donc il faut rouler, comme on l'a vu, avec les résistances. Il faut donc accepter d'en discuter, et on peut utiliser deux outils éventuellement, que sont les échelles de confiance ou la balance décisionnelle. Les échelles de confiance, on a vu envie, besoin, etc. Les échelles de confiance dans l'envie, par exemple, d'arrêter de fumer, c'est tout simple, hein, c'est une échelle comme la douleur, hein, de 0 à 10, et puis on demande à la personne à quelle cote entre 0 et 10, ce qui est l'importance qu'elle accorde au sevrage tabagique, à arrêter de fumer. Et puis, lorsqu'elle met par exemple 6, on lui demande pourquoi vous avez choisi 6 plutôt que 4. Et en posant cette question, on va renforcer les raisons qui poussent au changement. Elle va trouver les éléments qui va dire que ben non, c'est 6 parce que je vais être moins essoufflé, parce que je vais avoir un meilleur teint, parce que mes cheveux vont être, parce que je serai en meilleure santé, parce que. Et si ça bloque, essayez de trouver quelles sont les autres priorités plus importantes dans sa vie pour essayer de trouver des leviers de motivation. Inversement, si la réponse est 2, par exemple, plus basse, donc on fait la même démarche pour 0 et 2, mais aussi, qu'est-ce qui vous ferait choisir un chiffre plus élevé? Et là, ça va permettre, par cette question ouverte, à la personne d'exprimer ses idées pour le non-changement. On avait vu hier dans la balance l'intérêt du changement et l'intérêt du statu quo. Donc, elle va exprimer largement des idées comme ça pour son envie, en l'occurrence, sur l'intérêt du statu quo, donc pour le non-changement. Évidemment, on rebondit pour essayer de l'accompagner dans ce cas-là. Pour la confiance et la capacité, on fait exactement la même démarche éventuellement, en sachant qu'il faut que les 3 éléments, envie, capacité, confiance et besoin, soient réunis pour que ça se mette en mouvement. Et en l'occurrence là, dans capacité à confiance, le fait de dire pourquoi vous n'avez pas choisi un chiffre plus élevé, ça va exprimer notamment la peur de l'échec. Donc le manque de confiance dans cette mise en route de la personne. Donc ces échelles-là sont assez intéressantes à utiliser, faciles. Il suffit d'avoir un bout de papier 0 à 10. Pardon. Et ça permet d'ouvrir le dialogue, de faire parler à personne en l'écoutant, en reformulant et en se taisant le plus possible. On a vu que aussi un outil intéressant pour résoudre l'ambivalence, c'est l'utilisation d'une balance décisionnelle, où non seulement on met en balance justement les avantages et les inconvénients du changement, mais on y ajoute aussi également les inconvénients du statu quo et les avantages du statu quo, puisque c'est jamais tout beau, tout neuf. Et tant que les avantages du changement et les inconvénients du statu quo ne seront pas supérieurs aux avantages du statu quo, aux inconvénients du changement, il n'y aura pas de mise en mouvement non plus. Donc ça permet, en pratique, nous en éducation thérapeutique, en pratique on écrit, on fait une balance comme ça toute bête, et puis on écrit avec la personne ce qui pèse ici et ce qui pèse là, et puis on voit comment on peut l'aider à se mettre en mouvement. On avait vu que selon le type de profil comportemental, il fallait faire cette balance de façon assez rapide avec les rouges, parce qu'il faut que ça avance. On est dans le défi, dans le challenge. De façon assez globale, pas très précise, avec les jaunes, les influents qui sont un peu comme ça, un peu light, un peu pas obligatoirement structurés, on va dire. D'être plus précis avec les gens qui ont un profil comportemental stable et d'être plus lent, et là aussi plus précis, avec les profils comportementaux bleus de type conforme. Donc le profil comportemental, comme on l'avait vu en général et dans le statut tabagique également, va permettre de s'adapter pour être en meilleure communication là aussi avec la personne.
Le stade de préparation, cela fait un peu peur, mais mérite d'être étudié. Je ne suis plus sûr d'être très volontaire, très courageux, mais, hein, il y a toujours le mais. Que pensez-vous de l'e-cigarette, des choses comme ça? Et donc là, pour valoriser et pour l'aider à surmonter cette peur, ce manque de confiance, on peut l'inviter à parler de ses succès dans son travail, dans sa vie personnelle ou autre, pour bien lui montrer qu'il a des capacités à réaliser des choses et qu'il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas pour le tabac, même si ça va être plus compliqué. Qu'il faut développer, on a vu, le sentiment de prise de décision personnelle, d'autant plus importante que le profil comportemental est du côté droit, et qu'il faut souligner les bénéfices du changement et planifier le sevrage. Donc, on est toujours dans la préparation, je vais le faire, mais à mon anniversaire, au premier de l'an, à la mort de ma belle-mère, enfin bon, les éléments les plus divers, les dates les plus diverses. Et donc, selon le profil comportemental, dans ce stade de préparation, on peut jouer, plus ou moins, sur ce qui les caractérise selon leur profil. Donc, travailler plus sur le défi, sur le challenge vis-à-vis d'un profil dominant, travailler plus sur la notion de plaisir, de bénéfice visible sur un profil influent, travailler plus sur le côté stabilité, bénéfice de l'entourage pour un profil stable, et travailler plus sur des réponses précises aux problèmes petit a, petit d, petit a, petit b, mis en avant par les gens qui ont un profil bleu plutôt conforme. Donc là aussi, on peut s'adapter selon le stade de motivation au profil comportemental des gens pour être le plus possible en communication. Et vous vous souvenez, on avait dit que le changement a son propre rythme, et on sait aussi que les profils comportementaux ont leur propre rythme. Et donc, les rythmes est beaucoup plus rapide chez le rouge, un peu moins chez le jaune, un peu moins et beaucoup moins chez le vert et le bleu. Donc, adapter son rythme aussi à la préparation et à l'action, à toutes les étapes. Planification, ben on ne fera pas la planification de la même façon, là aussi, selon le profil comportemental. Pour le rouge, la planification, c'est quand il voudra. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, lui proposer des choses, il s'en fiche. Lui, c'est quand il l'aura décidé et il démarrera son challenge à ce moment-là. Pour le profil jaune, c'est plus une planification à moyen terme, plutôt du côté convivial, avec toujours cette notion de plaisir qu'on a vu tout à l'heure. Planification du stable à moyen terme en l'aidant un peu plus à la décision. Autant là, il ne faut pas trop, enfin celui-là surtout pas, celui-là non plus, celui-là un peu, celui-là, oui, il faut l'aider un peu plus et en montrant les bénéfices qu'il peut avoir, par exemple, sur son entourage. Et pour les gens en profil comportementaux bleu, conforme, il le fera quand il sera prêt. C'est-à-dire que dans sa tête, tout sera petit 1, petit 2, petit A, petit B, petit 3, et là, paf, il ira, parce qu'on verra, sa grosse crainte à lui, c'est l'échec. La peur de l'échec est un élément important. Et donc, il est important qu'il se soit sécurisé avec toutes les étapes qu'il va mettre en œuvre pour avancer. Et c'est basé sur les faits. Donc là encore, dans cette approche de préparation, on peut jouer sur l'approche comportementale pour essayer d'être en meilleure communication avec les profils des patients que l'on a en face de nous. L'action, j'ai arrêté d'eux, j'ai débuté, j'ai diminué, j'ai acheté une 6 cigarettes, c'est difficile, on est sur mon dos, souvent, hein, c'est ce qu'on entend. Donc là, on planifie, là encore, on continue à planifier le changement, on encourage les efforts et les succès, on essaie de désamorcer les réflexes conditionnés, et puis on encourage les proches à ne pas trop accroître la pression, ce qui est malheureusement souvent le cas. Et donc là encore, on peut en faire une remarque tout de suite, c'est qu'en termes de motivation, l'entourage n'est pas au même niveau éventuellement de motivation que la personne qui fume. Soit parce que le conjoint est fumeur, soit parce qu'il a arrêté depuis longtemps, soit parce qu'il n'a jamais compris qu'on pouvait fumer, et donc ça peut créer des discussions que l'on imagine bien. Selon le profil comportemental, dans l'action, le plan d'action doit être simple et basé sur le challenge. Ce n'est pas la peine d'écrire 3 pages, ça va les énerver, et de toute façon, ils ne vont pas le lire. Le plan d'action doit être un peu plus global, général pour le jaune, qui est un peu moins structuré, et aussi basé sur la notion de plaisir dont on a vu tout à l'heure, plaisir du changement.
Plan d'action détaillé, mais pas trop, mais détaillé pour le rassurer et l'accompagner, lui prendre le temps de prendre sa décision pour la personne qui a un profil comportemental stable. Et pour le profil comportemental conforme, écrire avec lui un plan d'action précis, parce qu'il y a besoin d'être assuré sur des choses très précises, avec des étapes successives, basées sur les faits et pas basées sur les émotions, comme on l'a vu ensemble. Et augmenter la confiance et valoriser sont toujours des éléments importants. On n'oublie pas toujours de penser à la non-observance situationnelle, et ça, c'est les patients qui le savent. Les sollicitations de l'entourage, les sollicitations intérieures, les sollicitations stressantes. Donc, essayez de voir avec lui quelles sont les situations où il risque de replonger sur la cigarette, et en mettant en œuvre avec lui, mais c'est lui qui les élabore, c'est pas nous, mais en l'aidant à élaborer des stratégies d'évitement, d'ajustement, de contournement, qui seront plus ou moins complexes selon les situations des uns et des autres. Pour transférer, là, un apprentissage, pour transférer des compétences utiles pour l'aider à le sevrer sur le plan du tabac. Le maintien, j'ai arrêté depuis 3 mois, je vapote un peu éventuellement, c'est encore difficile, ma famille m'encourage, j'y pense encore notamment. Donc tant que le maintien, c'est quand on y pense encore ou quand la personne y pense encore ou quand il y a encore des difficultés. Sinon, après, ça devient la réalisation, quand on n'en parle plus, qu'il n'y a plus de soucis. Donc, dans le maintien, c'est valoriser les succès, même si c'est une diminution de la consommation tabagique. Et puis, toujours pareil, analyser les situations à risque que l'on vient de voir. Dans le maintien et dans la réalisation, donc la réalisation, je disais donc que c'est quand, en gros, les gens n'y pensent plus. Donc, il y a moins de risques de rechute, mais on ne sait jamais. Donc, la rechute et les faux pas, est-ce que vous pensez qu'il est intéressant, quel que soit le stade d'ailleurs, d'envisager avec la personne les rechutes ou les faux pas, ou vaut mieux ne pas en discuter? Il faut en discuter. Et ce n'est pas parce qu'on va évoquer avec lui les faux pas et les rechutes que l'on va faire en sorte qu'il va rechuter de façon plus fréquente. Par contre, ça va dédramatiser la rechute, et donc il ne va pas se sentir jugé s'il y a une rechute, et ça va permettre de redémarrer plus rapidement. On sait tous que c'est exceptionnel que les gens arrêtent de fumer au bout de au premier essai. Donc envisager les faux pas, dédramatiser, s'appuyer sur les peurs des différents profils comportementaux. La peur du rouge, du dominant, c'est de ne pas réussir son challenge. La peur du jaune, c'est d'être rejeté par les autres. Donc en jouer là-dessus sur la convivialité et autres. La peur du vert, c'est d'être rejeté, entre guillemets, par son entourage et surtout d'être déstabilisé. Donc essayer de l'aider. Et la peur du bleu, c'est d'être critiqué sur son absence de résultat parce qu'il avait tout planifié. Donc essayez là aussi peut-être d'être un peu plus pertinent, plus adapté à la situation des uns et des autres selon leurs profils comportementaux pour essayer d'explorer les peurs qui sont mises ici. Le prérequis, donc, dans le cadre du sevrage tabagique, comme dans tout ce qui concerne la motivation, quel que soit le comportement de santé, c'est que le changement, on avait dit que c'est un processus naturel qui a simplement, entre guillemets, besoin d'être accompagné ou stimulé. La motivation intrinsèque, on a tous faire face à des changements, pas obligatoirement de comportement de santé, mais de comportement, et on a tous une motivation intrinsèque qu'il faut aller chercher ou qu'il faut qu'on aide la personne à trouver pour se mettre en mouvement. On sait que la peur des conséquences négatives, vous allez avoir un cancer, un infarctus, tout ça, ça ne marche pas. Que les patients savent que ces conduites sont délétères, mais ce n'est pas pour ça qu'ils se mettent en mouvement pour arrêter de fumer. Que les perspectives positives, donc à l'inverse, sont le meilleur levier de motivation et qui vont être des perspectives peut-être différentes sur le profil comportementaux, le challenge, le défi, le plaisir, l'entourage et de bien réussir pour les bleus.
et qu'une courte intervention, en l'occurrence ici le conseil minimal qu'on a vu au début dans le stade de pré-intention, était un élément déjà important à mettre en place et que tout professionnel de santé devrait utiliser dans le parcours de soins du patient. Globalement, tous les patients, quels que soient leurs profils comportementaux, ont besoin d'être aidés à y voir plus clair dans leur démarche de sevrage tabagique et on est là pour ça. On a vu que la communication donc motivationnelle était collaborative, centrée sur le patient, exemple de jugement, attitude, d'accompagnement, et que si on essayait d'inclure dans cette approche de sevrage tabagique, en l'occurrence, le profil comportemental, les stades de motivation et l'acceptation de la maladie à partir du moment où ça ne fonctionne pas, on a plus de chances de trouver avec le patient ou que le patient trouve les solutions qui vont l'aider à changer et à arrêter de fumer. Mais c'est lui qui va le faire. Alors ça fait quand même beaucoup de choses à mettre en place et ça peut sembler un peu difficile de mettre de foire tout ça. Donc c'est la raison pour laquelle il y a des centres de tabaco, qu'il y a des tabacologues, qu'il y a des spécialistes en sevrage tabagique et que si on le fait tout seul, si on le fait pas dans le cadre d'une éducation thérapeutique, voire d'une réhabilitation respiratoire ou cardiaque ou d'une réadaptation, donc par une équipe transdisciplinaire, ça va être plus difficile à le faire si on est seul que si on travaille en équipe, en réseau et autres. Notre ami a dit que Freud était un fumeur dépendant, un peu écrit sur le tabagisme, mais ce tome-là, Grimbert, livre en creux que dans la théorie psychanalytique porte la marque de cette dépendance. Et donc je vous propose, dans une soirée débat avec, quand vous serez embêtés, après le Paléolithique, après Raymond DeVos, de poser cette question, comprendre comment la gestation freudienne de la psychanalyse en fait un outil de choix pour éclairer la dépendance tabagique. Et là, je pense que vous avez 1 heure, 1 heure, 4 pages, et puis à la fin de la soirée, vous aurez rejeté le Paléolithique, parce que vraiment, ça n'avait aucun intérêt. Par contre, la gestation freudienne était un élément important. Autre conclusion, que c'est un problème de santé publique, et de fait, c'est vraiment important, avec des décès importants, des pathologies importantes, et donc notre ami Philippe Maurice a été félicité largement par nos amis Staline et Hitler pour leur performance en termes de décès. Et puis, en Nouvelle-Calédonie, mais ça c'est Sophie qui va nous le dire, que c'est un problème également de santé et que heureusement, en 2006, la régie a réouvert ses portes et donc les cigarettes ont été libérées. Je vous remercie.